J'ai eu l'impression que beaucoup de responsables politiques trouvaient qu'on a été quitte de la question des droits des femmes. C'est-à-dire qu'on avait fait l'essentiel, droit de vote, égalité salariale proclamée, parité, comme si on pouvait considérer que bon, l'essentiel du chemin était parcouru et que finalement il n'y avait pas un nouvel âge comment dire, du féminisme à construire, c'est-à-dire d'abord aller au bout des droits proclamés pour qu'ils soient effectifs, et à penser la manière dont on lutte contre la persistance des stéréotypes de genre, métiers sexués, et toutes ces questions qui illustrent aujourd'hui qu'en réalité, nous sommes encore assez loin de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pourquoi est-ce que je dis que je serai un président féministe? Parce que je serai un président de gauche, et que cette inégalité étant centrale dans la société, elle doit être hiérarchiquement dans les priorités d'un président de la République, centrale dans les réponses et les politiques publiques qu'il met en œuvre. Quand on parle d'égalité salariale, il est pour moi aussi important de revaloriser les carrières des femmes qui sont surreprésentées dans les métiers peu qualifiés sur des temps partiels, que de s'attacher à faire en sorte que dans des entreprises du CAC 40, sur une carrière identique, on ait un salaire identique ou sinon semblable quand on est dans des fourchettes entre hommes et femmes. C'est pas entre les uns et les autres, mais il n'y a pas forcément toujours les mêmes salaires, mais qu'on ne puisse pas dire qu'aujourd'hui une femme est moins bien payée parce qu'elle est femme, quoi. Et comme toujours, c'est autour de la question de la femme et de ses droits que se jouent nos libertés fondamentales, l'égalité. Il faut relancer une phase de conquête, mais parce qu'on est tout proche aussi d'une phase de régression. Non, il n'y a pas de déclic. Non, ces questions-là, on les mûrit par l'expérience de la vie, de ce qui révolte et de ce qui met en colère. Moi, je suis ce qui me met en colère. J'en parle souvent, on me dit mais arrête d'en parler, parce qu'au bout du compte, quand je parlais du revenu universel d'existence, j'évoquais souvent la question des mères célibataires. Elle me disait oui, mais des coups, on comprend que tu veux les encourager à rester à la maison. C'est pas du tout l'objectif, c'est leur donner la possibilité de retrouver de la maîtrise et de l'autonomie sur leur vie qu'elles n'ont pas. Moi, ce qui me scandalise, par exemple, c'est le débat que j'avais eu d'ailleurs à l'époque déjà avec Macron sur la liberté de travailler le dimanche. Je lui dis, mais ça n'existe pas, la liberté de travailler le dimanche. La liberté, elle vaut que quand vous avez des droits. Sinon, si vous êtes par nécessité obligé de travailler le dimanche pour tirer un revenu correct de votre travail, et que souvent ce sont des femmes, souvent que ce sont des étudiants, souvent ce sont des gens donc, qui sont justement mal payés, ça n'est pas une liberté. Et c'est pour ça qu'il y a un droit au repos dominical en face de la prétendue liberté de travailler le dimanche. Et ça différencie la gauche de la droite. Et déjà, là, il s'était révélé assez éloigné de nos principes et de nos valeurs. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est redonner de l'autonomie aux gens, donc de la capacité à maîtriser leur vie. J'ai le sentiment que dans la vie d'une maman célibataire en Île-de-France se concentre tout le poison d'une vie qui, s'ils étaient neutralisés, alors là, nous aiderait à régler une foule de problèmes pour tous les Français. Moi, me suis prononcé, je vais être très précis, pour une garantie universelle de services publics, qui devra donc définir l'existence d'un panier de services parmi lesquels on dira ce qui nous paraît être fondamental. Le fait d'accéder à un médecin généraliste, le fait d'avoir un accueil Alzheimer de jour, fondamental le fait d'avoir une école, d'avoir une gare, etc. Je considère que si aujourd'hui ce droit à bénéficier d'un IVG, ou avorter plus simplement, doit faire l'objet justement doit rentrer dans ce panier de services publics. Bref, ce qui relève des droits fondamentaux, et parmi ceux-là, le droit à avorter. Et d'ailleurs, je précise que cette garantie universelle service public sera inscrite dans la loi comme un moyen de s'opposer à toute fermeture d'un service. Si ce harcèlement existe, c'est à raison de représentations qui sont celles des garçons par rapport aux filles très tôt, qui amènent ces garçons à percevoir ces filles comme des êtres plus faibles, vulnérables, donc avec lesquels on peut jouer, qu'on peut
manipulés, violentés, etc., etc. Et qui, à mes yeux, suppose qu'on fasse un effort particulier sur ces questions. Je le dis d'autant plus que moi, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, on avait vu la question des ABCD de l'égalité. Et on avait vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et au moment où on s'est posé la question de savoir ce qu'on en faisait, quelles conséquences on en tirait, on s'est dit que l'essentiel, c'était quoi? C'était d'abord de former ceux qui nous réclament le plus d'être accompagnés vis-à-vis de ce qui apparaît dans leur classe, c'est-à-dire parfois des comportements sexistes, ouvertement sexistes, qui s'assument comme tels, qui revendiquent une distribution des rôles entre les hommes et les femmes fondée souvent sur une lecture religieuse de l'organisation sociale, etc., etc. Et donc on a rétabli en formation initiale l'obligation, à partir des ABCD de l'égalité, à être formé sur l'égalité femmes-hommes, à percevoir que nous-mêmes véhiculons des stéréotypes enseignants, je dis nous, nous-mêmes adultes, et en l'occurrence les enseignants, dans la manière dont, dès la maternelle, parfois, ils s'adressent aux petites filles, ils orientent les filles vers tel type de jeu, les garçons vers tel autre. Les profs sont eux-mêmes le miroir, c'est-à-dire qu'ils ont même grandi dans un cadre culturel où il faut qu'ils arrivent d'abord à prendre conscience qu'ils véhiculent des stéréotypes, puis ensuite, qui est toujours un travail sur soi, d'arriver à déconstruire tout ça. Bref, donc on a fait ces modules en formation initiale, et on a fait ce qu'on appelait une mallette pédagogique pour pouvoir justement, à la lumière de ce qui avait bien marché dans les ABCD, disposer de ressources pédagogiques, quoi. En fait, je suis dans un cours d'histoire, je sais pas moi, je m'embarque sur tel ou tel moment de l'histoire où la question du rôle des femmes et des hommes rentre dans le cours et il apparaît que la classe réagit mal, ou bien comment est-ce que moi, à ce moment-là, je comprends que dans ma tâche d'éducateur, de prof, même si je suis prof d'histoire, de maths, etc., je dispose des ressources pour justement faire comprendre à mes élèves, qu'ils soient dans un cours de maths, dans un cours de géo, dans un cours d'histoire, dans un cours de français, que la question de l'égalité femmes-hommes, des représentations, de la domination des uns sur les autres, relève, aux yeux de l'école de la République, d'une inégalité insupportable, voire même d'une infraction à la loi et d'un délit si tout ça va plus. Donc la première chose, c'est l'éducation. Et ensuite, moi je suis ouvert là-dessus à tout, y compris, il me semble qu'on doit d'abord avoir un paysage institutionnel, notamment dans les commissariats et la police, qui soit acculturé à cela. Moi, combien de fois j'ai entendu dire, notamment par les associations féministes, rapporter les témoignages de femmes qui avaient été téléphonées au commissariat, s'étaient rendues dans un commissariat, alors qu'on n'était pas dans du harcèlement, mais que là, carrément dans des violences, et où, à une époque, on relativisait. Partout où il y a eu un effort avec des commissaires, des officiers de police qui ont mis l'accent là-dessus, des orientations qui ont été données, on a vu un taux d'élucidation, une meilleure prise en compte, une élévation du nombre de faits enregistrés, avec des plaintes encouragées, non pas juste des mains courantes, voire même rentrez chez vous, madame, et si ça revient, si vous êtes un peu inquiète, appelez-nous la prochaine fois, quoi, gentiment. Bon, je sais pas, spontanément, je réagirais par symétrie. Il y a déjà le droit pour les hommes, il y a des banques du sperme, non? Bon, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas par symétrie les mêmes droits donnés aux femmes, à une condition quand même, parce que si mes souvenirs sont bons, j'avais été alerté sur ces questions-là, c'est que ça ne devienne pas le prétexte pour des boîtes pour retarder une grossesse. Donc je suis plutôt pour ce droit à, mais dans des conditions qui doivent être sur le plan éthique strictement encadrées et une vraie vigilance, quoi, sur les conditions dans lesquelles les femmes sont consentantes au moment de le faire et pas incitées à le faire. Voilà, je sais pas, bon, ce serait le point d'équilibre, mais bon, il faudrait précisément travailler sur des propositions sur ces questions-là. Autant, puisqu'on met souvent en parallèle PMA et GPA, autant je suis totalement défavorable à la GPA, autant je suis totalement favorable à la PMA. Non, mais je trouve ça incroyable que ces gens-là manifestent, non pas parce qu'on leur prend un droit, mais parce qu'on en craint pour d'autres. Et c'est quand même une drôle de motivation, quoi. Moi, j'ai manifesté parce qu'on allait me faire payer l'université contre les lois de Vaquet beaucoup plus cher, mais parce que si on m'enlevait un droit, le droit à une forme de gratuité pour entrer à l'université, j'ai manifesté. Que je me suis prononcé là récemment contre la loi travail parce qu'on allait me payer, ou on allait payer les heures supplémentaires. Moi, donc je veux dire, parce qu'on nous enlevait quelque chose. Non, on vous enlève rien, mais vous dites non, vous n'avez pas à avoir les mêmes droits que moi. Au nom du fait que vous êtes différent et que selon l'idée que je me fais
de la bonne manière d'être et d'aimer en plus au passage quand même. De ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a d'abord des problèmes de diagnostic du côté des médecins et qu'il y a là une formation des médecins à faire. Et donc il faut évidemment améliorer la formation des médecins. Si des problèmes de diagnostic, c'est qu'il y a forcément déjà en amont des problèmes de recherche sur la capacité qu'on a justement à faire la distinction entre cette maladie et ce qui pourrait être des règles douloureuses, etc. Je pense que si on avait un homme sur 10 qui avait un problème à peu près comparable, je ne sais pas si c'est comparable, mais en tout cas des douleurs au même endroit, il y aurait eu les sous, quoi. Donc voilà, je suis pour consacrer les moyens nécessaires à ce que la recherche permette de faire et de produire le meilleur diagnostic, et ensuite évidemment de proposer les thérapies qui sont les thérapies qui amélioreront la santé. Là où les violences se nichent et là où elles sont les plus longues parfois à être révélées, c'est justement quand on est mineur, quand on est victime de violences sexuelles, que ces violences sexuelles sont exercées par des membres de la famille, frères, pères, grands-pères, etc., et où pèse sur les victimes de ces violences une telle culpabilité, peut-être pas culpabilité parfois encouragée par ce qui est le carcan familial dès lors que ce secret abominable, épouvantable existe, et qu'il ne se révèle que très longtemps après. Et qu'à voir les affaires dans l'Église, par exemple. On voit que y compris des institutions conservent cela, et on voit des hommes, en l'occurrence, quand même à pleine maturité, révéler des affaires qui les concernaient 30, 40 ans, presque plus tôt. Donc moi, je suis pour que les responsables de ces violences-là soient poursuivis et condamnés. Et donc, si on veut arrêter finalement d'installer ou de maintenir une forme de sentiment d'impunité à l'égard de toutes ces violences qui se font à l'abri du foyer, autant comme s'il y avait une légitimité à abuser du corps ou à frapper une personne de sa famille, comme vient de l'autoriser l'éminent monsieur Poutine, qui plaît tant à madame Le Pen, monsieur Mélenchon et monsieur Fillon. Non mais c'est quand même incroyable ce qui se passe en Russie, quand même. En matière de régression. Donc voilà, donc je suis plutôt, vu que ça régresse ailleurs, pour qu'on progresse ici. Alors, je peux prendre un exemple comment moi j'ai fait pour que des entreprises respectent mieux la loi quand elles étaient soumises à la loi, payaient des amendes, mais que ces amendes finalement étaient si peu chères qu'il y avait l'arbitrage était vite rendu entre le fait de respecter la loi et de ne pas la respecter. On se disait bon de toute façon si je tombe, l'amende est si peu chère que j'aurais de toute façon plus à gagner à ne pas respecter la loi qu'à la respecter. Donc dans la loi consommation, pour toute une série d'infractions, on avait multiplié par 10 le montant des amendes, dit qu'il pouvait aller jusqu'à un pourcentage très élevé du chiffre d'affaires, donc c'est proportionnel d'ailleurs à ce qu'est la surface de l'entreprise, au volume de ses affaires. On ne dit pas c'est telle somme forcément, on le proportionne au chiffre d'affaires, mais à une fraction si substantielle qu'en clair, ne pas respecter la loi devient éminemment dangereux, et donc la menace de l'infraction est dissuasive. Donc je pense qu'il faut d'abord hisser le niveau des sanctions à une barre qui soit véritablement dissuasive. À examiner, je pense que la meilleure approche, c'est de dire que l'amende est une fraction du chiffre d'affaires, et une fraction substantielle. Il n'y a qu'à regarder ce qu'on a inscrit dans le Code de la consommation, et on pourra reprendre ces bases-là. La deuxième proposition que je fais, qu'on a aussi faite quand j'étais ministre de la Consommation, c'est de rendre public. C'est le fameux name and shame, c'est-à-dire vous ne respectez pas la loi, eh bien nous dirons que votre entreprise est une entreprise qui délibérément aujourd'hui paye des amendes pour ne pas payer, ou en tout cas engager un rattrapage du salaire des femmes sur celui des hommes et viser l'égalité salariale. Et je crois que là aussi c'est une manière d'éduquer à la fois les dirigeants de ces entreprises, mais les consommateurs au moment de se dire, écoutez, entre X et Y, j'ai entendu dire, parce que c'est sur le site internet où il y a une publicité qui est faite par les pouvoirs publics sur la réalité du comportement sexiste, de facto, de telle entreprise, je choisis l'entreprise X, respectueuse de la loi, plutôt que l'entreprise Y. Alors, je ne sais pas si ça orientera le comportement de tous, mais j'imagine que femmes et hommes, particulièrement les femmes, peuvent être sensibles à cet argument. On peut imaginer que, par exemple, une entreprise dont le nom figurait sur la liste publiée tous les 6 mois, admettons, par le ministère des Droits des Femmes,
dans le cadre des inspections qui seraient réalisées par l'inspection du travail pour vérifier cela et la réalité des accords, de leur exécution. Ces entreprises pourraient être, parce que leur nom est publié comme des entreprises indélicates, comme on dit, exclues du bénéfice des marchés publics. Ouais. C'est pas sot. Je doublerai le budget, je l'ai dit, et alimenté par quoi? Par un nouveau mode de calcul des pénalités qui pèsent sur les partis quand ils présentent des candidats aux élections législatives. Mais ça ne marche, mon système, que si on en reste aujourd'hui à une élection au scrutin majoritaire uninominal, puisque les pénalités, vous les payez en fonction du nombre de candidates que vous devez présenter, puisqu'avec la barre des 50% et tout ce qui est en deçà, vous amène à payer des pénalités, mais vous ne les payez pas en fonction du nombre d'élus. Moi, je souhaite qu'il y ait un double mécanisme de calcul du montant de l'amende, qui soit fonction, évidemment, du respect déjà du principe selon lequel on doit avoir autant de candidates que de candidats, ça c'est la loi, donc, mais aussi qu'il y ait une pondération par le résultat. C'est-à-dire que si vous mettez toutes les candidates sur les circonscriptions ingagnables, et plus vous vous rapprochez de la parité, moins vous payez, mais plus vous vous en éloignez, aussi pour ce qui relève du résultat, plus vous payez. C'est pas obligé d'être le même niveau d'amende, mais en tout cas, mon objectif est que le produit de cette recette aille directement au ministère des droits des femmes. Quand j'ai travaillé avec Martine Aubry, elle avait comme compétence, parmi le champ de son décret d'attribution, les droits des femmes. Elle était ministre du Travail, de l'Emploi, des Affaires sociales, des droits des femmes, etc., la formation professionnelle. Elle avait un empire sur ces questions. Et pendant 1 an et demi, j'ai écrit les discours. Et donc j'écrivais au féminin. Bon, j'en suis pas tombé malade, hein, je confirme. Et donc j'ai dû me mettre dans la situation de réfléchir à ces questions-là. Alors avec des notes, vous n'écrivez pas seul, il y a des gens qui vous alimentent. Mais d'aborder cette question-là en me disant, bon, je ne vais pas le faire comme une femme, c'est pas possible. Donc réfléchissons politiquement à la question. Et par l'entrée politique, on peut écrire à la fois de très beaux textes et surtout de très beaux projets politiques sur la question féministe. Bon, il y a là encore ce qu'il y a dans nos tronches, pardon de dire comme ça, mais tous les verrous qui nous amènent aujourd'hui à accepter à la fois le plafond de verre ou à juger finalement... Non, c'est même pas accepter, c'est qu'en fait on considère qu'il n'existe pas. Mais, et puis même la paroi, parce que même quand on arrive au top management d'une boîte, l'essentiel des femmes se trouve sur des tâches de communication, RH, mais quand il s'agit de parler des fonctions un peu régaliennes, dures, stratégie financière, etc., là c'est quand même largement peuplé d'hommes. Première chose. La deuxième, c'est que là, moi, je fais une proposition qui ne concerne pas que les femmes issues de l'immigration, mais qui vise justement à voir de quelle manière, aujourd'hui, on améliore préventivement la réalité aujourd'hui des comportements discriminatoires dans l'espace public, dans la sphère privée, dans le logement, etc. Et j'ai proposé qu'on crée un corps d'inspection sur le modèle de l'inspection du travail ou de l'inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un corps d'inspecteurs qui s'attache à observer dans l'accès au logement, dans l'accès à un certain nombre de services, de loisirs, dans l'accès à l'emploi, les entreprises qui aujourd'hui ont des comportements qui sont des comportements discriminatoires. Alors, c'est pas ça ne touche pas exactement à la question du déroulement de la carrière, mais d'abord à la question de l'entrée sur le marché du travail. Mais mon objectif, c'est que, j'y ai pensé là encore, mon expérience de ministre, vous vous souvenez que mes inspecteurs, quand j'étais ministre de la Conso, ils allaient dans n'importe quel restaurant, grande surface, et comme des clients, ils vérifiaient si oui ou non vous respectiez vos obligations à l'endroit du client qu'ils étaient. En réalité, c'était des inspecteurs. Moi, je souhaite qu'un corps d'inspection, sur le même principe, que les entreprises le sachent, puisse tester si oui ou non, il est aussi facile de rentrer comme manager dans une grande entreprise, je ne sais pas moi, de sportswear. Je dis, bon, il n'y a pas de spécial, je ne cible pas en particulier, mais bon, voilà. Quand vous appelez Anissa Boubaker, voilà, ou je ne sais pas moi, ou Ludivine, bon, c'est compris. Les agents de la répression des fraudes font déjà du testing. L'idée, c'est après de faire la même chose. Vous avez fauté, il y a un procès verbal,
Procès-verbal peut ouvrir droit à une contravention, et si à répétition, fermeture administrative de l'établissement. Donc on le fait pour faire respecter, par exemple, la chaîne du froid dans un restaurant, pour faire respecter la loyauté des informations qu'on vous donne quand vous faites vous acheter un crédit à la conso. On va vérifier exactement que celui qui vous vend le crédit va vous donner les bonnes informations contractuelles qui vous permettent de vous rétracter, etc. Donc on le fait. Voilà ce que je veux faire sur la question des discriminations. Après, il faut être attentif, notamment par les travaux universitaires, qui sont quand même très précieux sur les discriminations, à continuer à regarder très précisément aujourd'hui l'évolution des carrières des uns par rapport aux autres, pour constater si oui ou non, à diplôme égal, entrer sur le marché du travail, il y a vraiment des évolutions qui sont sensiblement différentes et qui pourraient être liées à l'origine. Il n'y a rien de plus insupportable que de percevoir la réalité d'une discrimination sans qu'elle puisse être étayée de manière chiffrée. Surtout dans une société où on a quand même une perception de la réalité qui est souvent fausse. Moi, je regardais les résultats de l'enquête de l'Institut Ipsos Mori, je crois, qui fait une grande enquête en 2014 qui s'appelle « Les périls de la perception » et qui interroge plusieurs pays européens, la population, notamment sur le nombre de musulmans, en leur disant quelle est, à vos yeux, la proportion de la population qui est musulmane dans votre pays. Et la France est le pays qui se distingue par la plus grande distance entre la réalité du nombre de musulmans et la perception qu'on en a. Puisqu'on est à un écart de 24 points, je crois, entre le nombre réel, alors le nombre de réels, on va dire, comme il n'y a pas de statistiques ethniques, voilà, justement, ni religieuses, mais qui correspond à une estimation, en fourchette basse on sera à 6, en fourchette haute à 10, mais les Français donnent des chiffres au-delà de 30. Donc plus d'un Français sur 3 serait musulman. C'est un poil excessif quand même. Nous, on s'était déjà posé la question, notamment sur l'informatique. Si on s'accorde à dire aujourd'hui qu'avec la révolution numérique vont s'inventer les modes de vie, donc les images, les représentations de demain grâce à l'informatique, l'intelligence artificielle, si ce monde-là n'est codé que par des hommes, il va être à l'image des hommes. Il est très important aujourd'hui, effectivement, au moment de l'orientation, et notamment l'orientation en fin de troisième, qui est absolument clé, et de la préparation à cette orientation, de l'ouverture des élèves au moment, dès le collège, à la réalité de l'entreprise, au métier, qu'on ait des opportunités offertes aux élèves, filles et garçons, qui ne préorientent pas en disant écoutez les filles, vous allez toutes faire assistante maternelle, auxiliaire de vie et aide-soignante, c'est très bien, en bac pro, et pour les garçons, vous irez faire du codage, et puis en plus ça tombe bien, parce qu'en plus ça vous permettra d'avoir par ailleurs des métiers beaucoup mieux payés que les filles qui vont être sur des emplois peu ou pas qualifiés. Donc là, ça se joue encore et toujours au même endroit, à l'école. D'abord, il faut, à mes yeux, se concentrer sur les besoins les plus importants. Les besoins les plus importants, ils sont sur des publics, des familles, ou en l'occurrence des familles monoparentales en particulier, qui ont des besoins liés au fait que les revenus sont modestes et qui, parfois, dans les métiers qu'on est obligé d'accepter, sont des métiers avec des amplitudes horaires qui ne correspondent pas aux heures d'ouverture, notamment des crèches. Moi, j'ai pris un engagement qui était de faire 250 000 places de crèche en plus sur le quinquennat, c'est considérable, et qui suppose d'avoir une stratégie qui s'appuie sur une offre de places disponibles qui ne repose pas que sur des crèches publiques, crèches municipales, mais aussi sur des crèches privées non lucratives, c'est-à-dire tout ce qui est l'offre possible associative, parentale, bon bref, il y a des formules multiples, sur un certain nombre de grands réseaux maintenant aussi qui s'attachent à développer ces activités-là, et évidemment aussi des crèches d'entreprise. Donc l'idée que je me fais du service public, c'est davantage un service rendu au public que le principe d'un service public qui soit assuré forcément par une autorité publique, comme une municipalité par exemple. Donc il faut qu'on construise cela pour qu'il y ait davantage d'initiatives sous la forme de création de crèches d'entreprise, où plusieurs entreprises s'associent d'ailleurs sur une zone d'activité pour offrir ce service-là à leurs salariés. Il faut qu'il y ait des incitations
qu'il s'agisse de crédit d'impôt, de mobilisation de prêts à taux zéro ou d'aide au financement ou de garantie à des prêts bancaires par la Banque publique d'investissement. Là encore, l'enjeu, il consiste à créer l'écosystème qui garantit que demain, ce besoin qui existe, beaucoup d'entreprises le signalent comme un besoin qui faciliterait considérablement le fonctionnement de leur entreprise s'il existait une réponse. Il m'apparaît qu'on doit faire le diagnostic des besoins et construire les instruments ou l'écosystème financier favorable à cela. Il sera paritaire. Enfin, je vois bien qui pourrait y entrer et y figurer, mais je ne vais pas m'amuser à jeter des noms comme ça, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Comment regarder la qualité des femmes qui me soutiennent aujourd'hui? J'ai les maires des grandes villes, Johanna Roland, Nathalie Appéré, Anne Hidalgo. Alors là, moi, je ne changerai rien, plutôt que Gérard Collomb, il représente exactement la page que je veux tourner. Lui, comme Sorel à Montpellier, tous ces types qui sont accrochés, et quelques autres je pourrais donner, mais c'est vraiment c'est saisissant même. Moi, en face, j'ai elle, j'ai Taubira Aubry, j'ai Najat Vallaud-Belkacem, Axel Lemaire, Estelle Grelier, Pascal Boitard, tout ça, je suis quand même assez singulier. Je vous faisais la remarque la dernière fois, je me disais, mais en fait, il y a quand même un saisissant contraste et à observer que la question de la loyauté au verdict des urnes finalement distingue et discrimine aussi femmes et hommes. Au moment où Marine Le Pen est à la tête d'un parti antidémocratique pour arriver au pouvoir, la question de savoir si les démocrates respectent la démocratie, c'est quand même pas tout à fait neutre comme symbole. J'ai été visiter un CHRS réservé aux jeunes femmes victimes de violences à Paris pour apprendre qu'il n'y avait qu'un seul CHRS réservé aux 18-25 ans en France, avec 60 places. J'ai pris un engagement qu'il y en ait au moins un par région réservé et dédié aux jeunes femmes de 18 à 25 ans. J'ai annoncé la création de 4500 places en CHRS. Qu'on puisse avoir, mais ce qui ne correspond pas tout à fait encore aux besoins qui sont ceux des femmes victimes de violences conjugales. Sur la violence conjugale, il y a formation, évidemment, là encore des policiers, formation des magistrats, nécessité aujourd'hui de prononcer des peines d'éloignement des hommes auteurs des violences de ces femmes, de développer tout ce qui peut être alternative à la détention, mais qui garantissent une mise à distance du coupable de violence vis-à-vis de la victime. Donc avec les bracelets électroniques, etc. Moi, je suis vraiment là pour qu'on offre une palette de solutions qui garantissent que ces questions-là soient prises en compte très sérieusement dans tous les cas. Quelle est votre vision de la femme moderne? Oh là là, quelle est ma vision de la femme moderne? Bah, j'ai envie de dire, une femme qui n'est pas obligée finalement de remettre en cause sa carrière quand son mec est candidat à l'élection présidentielle. Ce serait ça, c'est l'idéal, c'est l'idéal. L'idéal, c'est comme par exemple une femme, comme maintenant on lui pose la question, comment vous concevez-vous votre rôle de première dame? Je trouve qu'il y a un côté tellement régressif à ça. Et puis c'est rien que des premières dames, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore un reste de monarchie républicaine que nous sommes, c'est-à-dire personne n'ira voir Louis Alliot pour lui demander comment concevez-vous votre rôle de premier homme, je ne sais pas comment on dirait. Hein? Et d'ailleurs, au passage, M. Merkel, personne ne le connaît, non? Je ne ferai pas de photos à la maison dans mon canapé avec mes filles et ma femme. Non, ça, non, mais vous savez, en plus, il y a les œuvres de la première dame, quoi. C'est incroyable. Madame a ses œuvres, quoi. Non, mais bon. Je veux une démocratie moderne. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait, M. Merkel? Qui c'est qui est M. Merkel? Je vous le demande. Si on s'attache à poser la question de savoir si elle serait capable finalement de tenir un rang
dans l'idée qu'on se fait de tenir son rang quand on représente la France, elle qui n'a pas été élue. Donc c'est pour ça que c'est une fonction qui ne correspond à rien. On n'élit pas la première dame, donc elle n'a aucune légitimité. Et tenir son rang, c'est quoi? C'est être en capacité de pouvoir être polyglotte, j'imagine, pouvoir participer à des conférences, à des... Voilà, moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle soit au top, parce qu'elle est brillante. Ouais. Parlez-vous anglais? Ouais, bah ouais, comme je fais du globish, quoi. Comme vous savez, avec Yasser Arafat, on aurait pu se parler. Oh là, ça c'est plus vrai. Vous avez rejoint le comité de soutien de Jacqueline Sauvage fin décembre. L'avez-vous rencontré? Boum, que pensez-vous de la grâce présidentielle? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai demandé sa grâce dans une lettre rendue publique. Donc voilà. Après une dernière, juste pour voir si je la regrette ou pas. Oh la vache. Quelle est votre définition du beau? Quelle est ma définition du beau? Bah, ce qui émeut. Voilà, je crois, fondamentalement. Ce qui émeut. Ce qui émeut. Ce qui... en tout cas, dans le rapport au beau, au sens esthétique, quoi.